Tu veux quoi, que je t'ouvre la porte de ma maison, qu'on fasse des hooks à la con? Bienvenue! J'ai été banquière pendant 20 ans et maintenant je suis astrologue. Bon, moi j'ai toujours été passionnée par les chiffres. Déjà, tu vois, à 12 ans j'ai étudié l'astronomie, donc il y avait déjà une appétence en fait au sujet. Et puis la vie fait que tu rentres dans la vie active. J'ai bossé, j'ai comme tout le monde eu des projets, maison. Et puis j'ai appris surtout à rencontrer les gens. Parce que moi j'étais quelqu'un de plutôt réservé et introverti et je voulais rester en back-office, tu vois, voir personne, être dans un bureau. Et la vie, elle est super ironique. Ça, c'est vraiment une des leçons, tu vois, que j'ai appris, c'est que la vie, elle est ironique. Tout ce que tu ne veux pas, tu vas le vivre. Ou tout ce que tu crois détester, finalement, bah, un jour, tu vas te rendre compte que, ah non, mais en fait, c'était un désir inavoué, peut-être. En fait, il y a vraiment des grandes leçons, je trouve, dans la vie. Et ça en fait partie. Mes parents étaient commerçants, donc je voulais surtout pas faire de commerce. Je voulais surtout pas parler à des gens. Je voulais être derrière un ordinateur. Et j'ai fini en front office à faire des études de force de vente, ça s'appelait. Et là, tu te dis non, là, c'est pas possible. Et donc j'ai fait ça et ça a été très dur au début pour moi parce que je répondais à peine au téléphone. Tu vois, j'étais vraiment réservée, quoi. J'ai appris, je me suis découvert finalement à travers ça aussi, tu vois. Découvert à aimer ça, aimer rendre service, à conseiller, à faire optimiser surtout les process, optimiser l'argent des clients, être là pour leurs projets et puis la transmission aussi de leur patrimoine. Moi j'avais vraiment le côté très épargne, prévoyance, transmission, pas le côté consommation justement, tu vois. Et ça, je crois que ça se reflète, la manière dont tu travailles, ça reflète aussi une partie de ta personnalité. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé faire ça, apprendre rapidement, pouvoir tu vois, diversifier mes compétences aussi rapidement. Et j'ai découvert aussi l'être humain, tu vois, avec les émotions. Parce que c'est cool, en fait c'est génial quand tu arrives à accompagner des gens à réussir leur projet. Bah, tu sais, il y a une satisfaction juste de voir le sourire dans leurs yeux, quoi. Quand tu leur annonces qu'ils ont un crédit, que ils sont tout contents de venir te dire ah, j'ai un enfant, ou ça y est, j'ai créé mon entreprise. Tu vois, il y a vraiment, tu partages émotionnellement la vie des personnes. Et après, ça a été aussi un apprentissage de vivre tout ce qui était les moments difficiles, les décès, les divorces. Et là, tu rentres dans une intimité encore un peu plus profonde, parce que c'est dans la souffrance souvent que tu crées du lien, dans la difficulté. Ils ont plus facilement, les clients, tendance à se rappeler de toi quand ils étaient dans la souffrance et que tu les as aidés à ce moment-là, plutôt que quand tu as juste participé à leur réussite. Et tout ça, ça a été un long apprentissage aussi, parce que émotionnellement, il a fallu... tu navigues à vue, en fait, comme la plupart des gens. On n'a pas été habitués à apprendre à gérer nos émotions, à les reconnaître. À reconnaître aussi le fait que c'est pas forcément ton émotion, mais que parfois, par vibration ou par... répercussion, tu ressens une émotion, mais en fait, tu te rends compte que c'est pas la tienne, c'est celle de l'autre personne. Moi, il m'a fallu des années pour comprendre que ça s'appelait l'empathie, je pense. Aujourd'hui, tout le monde en parle beaucoup plus, mais tu vois, il y a 20 ans de ça, je comprenais pas des fois pourquoi j'avais envie de chialer avec les clients, quoi. Je me disais, mais je sais pas, aujourd'hui je suis émotive, ou je sais pas, tu vois. Et tout ça, c'est un apprentissage. La colère aussi. Ça a été très difficile ces moments-là de vivre la violence verbale des clients, la pression des patrons. En fait, t'es comme une éponge. T'es pressé par en haut et t'es pressé par les clients. Et donc en fait, au bout d'un moment, l'étau, soit l'éponge se vide et c'est sec et tout s'effondre, soit après t'es pris dans un étau et ça devient très compliqué de survivre dans ce milieu-là, en fait. Tous les gens sont insatisfaits, tu fais jamais bien. Enfin, il y a vraiment tu vois, quelque chose de très lancinant et très négatif, où on te dit tout le temps que tu fais mal ton boulot. Dès que tu parles d'argent, déjà en France, c'est tabou. Tu n'as pas le droit de gagner d'argent en France. Je trouve ça dingue, tu vois. Dès que tu es entrepreneur et que tu gagnes du fric, on va dire ah mais t'es fils à papa ou machin, ou t'as eu de la chance. Non, en fait, t'as eu le courage, à mon avis. Bon, il y a un facteur chance, mais il y a aussi facteur travail, le facteur oser. En fait, c'est pas donné à tout le monde d'oser sortir de sa zone de confort.
d'échouer 15 fois, de tester 10 milliards de trucs. Enfin voilà, il y a des gens qui osent plus facilement. Et en France, on valorise le travail dur. Tu vois, c'est bien si tu travailles dur. La valeur travail, moi j'ai été éduquée dedans. Donc à tout travail mérite salaire. Tu vois, ces fameuses phrases. Donc ça, c'est valorisé si tu en chies en fait. Si tu en chies, c'est ok, tu travailles bien. Mais ah ouais, non, mais ils travaillent beaucoup, ils gagnent de l'argent, c'est normal. Mais non, on s'en fout en fait. En France, on n'a pas le droit de gagner du fric et c'est fou, je trouve ça dingue, tu vois, que les entrepreneurs, déjà après, ils sont vachement taxés aussi. Mais ouais, c'est tabou l'argent, comme le sexe, il faut pas en parler. C'est caché, ce sont des choses. Et dès que tu touches à l'argent, effectivement, il y a une sensibilité de dingue que je ressentais à la banque, parce que dès que tu touchais au portefeuille, les gens, ils pouvaient devenir vite agressifs, et c'est des choses à gérer, menaçants en fait, tu vois. C'est pas un boulot de toute tranquillité en fait de bosser à la banque. Les gens ils te disent t'es derrière un bureau tranquille. Pas du tout. Tu gères les émotions des autres, les autres personnes qui savent pas gérer leurs émotions justement, et toi tu prends tout de plein fouet. Ça t'a servi finalement. Ça t'a appris beaucoup de choses sur l'humain. Énormément. C'est là où j'ai commencé à me passionner en fait. Mais déjà à chercher sur moi, comment je pouvais gérer la colère ou la façon de répondre aux clients, parce que en fait moi quand je me faisais agresser, je répondais. Tu vois, j'agressais aussi verbalement. Enfin, quand on me menaçait comme ça, je faisais pareil, je montais, mais tu vois. Sauf qu'en fait c'est hyper énergivore. Et le souci c'est que quand tu as un comportement quand tes émotions et quand tes comportements, tes réactions, tu ne les maîtrises pas, tu ne les contrôles pas et surtout tu n'en es pas conscient, en fait, ce sont des choses qui se répercutent dans d'autres domaines de vie. C'est que cette situation de travail, elle est juste un révélateur qui dit « Ah, là, tu sais pas gérer ça ». Mais en fait, dans la vraie vie, ça veut dire qu'avec tes amis, ta famille, tes gosses, tes potes, ton conjoint, tu vois, ça se transpose, puisque tu n'as pas conscience de tes émotions, de tes réactions, donc dans tous les domaines de ta vie, c'est transposé. Donc c'est juste un révélateur en fait qui te permet après d'aller explorer comment tu peux appréhender plutôt que gérer, parce qu'on ne gère pas ses émotions, mais c'est vraiment tout un apprentissage, de conscience. De toute façon, la première chose, c'est la conscience de nos comportements inconscients. C'est pour ça que je travaille avec l'hypnose aussi, parce que je trouve ça hyper riche, et l'astrologie, pour aller travailler justement sur ces deux volets, la conscience et l'inconscience. Et une fois que tu as pris conscience des choses, tu vas pouvoir décider si tu veux les changer ou pas les changer. Et il y a des choses, tu ne pourras jamais les changer à vie, mais déjà améliorer, diminuer l'intensité, arrêter les émotions, les diminuer quoi. Mais au moins en réaction, parce qu'après quand tu es comme moi, très sensible, mes émotions font tout le temps ça en fait. Et au début je disais mais je veux que ça s'arrête, je veux plus ça. Mais en fait tu peux pas, c'est comme ça, ça fait partie du truc. L'important c'est de savoir, justement d'accepter ces hauts, ces bas, et de savoir combien de temps ça va durer. Tu vois, avant, je les accompagnais essentiellement sur le côté financier et quand même soutien émotionnel. Mais ça se cantonnait quand même à des projets liés à l'argent. Et le système bancaire, c'est pas très sain, quoi. Donc là, j'avais envie de les accompagner de façon beaucoup plus holistique ou globale, en fait. De tenir compte de plein de choses. Ta santé mentale, ta santé émotionnelle, ta santé physique. Ça, c'est vraiment le pilier, tu vois, la triade essentielle, c'est ça. Holistique, c'est de tenir compte, en fait, de l'être humain dans sa globalité, de ne pas tenir compte uniquement du symptôme, mais de considérer, en fait, que c'est un ensemble, une mécanique, qui va avoir des conséquences inconscientes, des origines inconscientes, et ensuite, il va y avoir des manifestations dans le corps. Donc la médecine traditionnelle va aller traiter le symptôme en essayant de mettre un pansement dessus. Mais si tu ne traites pas l'origine et la cause de ce symptôme, le symptôme va revenir ou se manifester d'une autre manière. Donc le fait de tenir compte de comment tu manges, est-ce que tu dors bien, de comment tu alimentes aussi, de quoi tu te nourris, mais physiquement, mais aussi mentalement. Si tu vois, c'est d'alimenter, de te nourrir de bonne façon en fait, dans tous les domaines de la vie, mental, physique, émotionnel. C'est le pilier.
la triade essentielle, quoi. Comment je suis arrivée dans l'astrologie? Souvent, c'est des événements de vie qui te ramènent, j'ai envie de dire, à l'essentiel. Donc, pour te ramener à l'essentiel, c'est de t'arrêter. Souvent, c'est un accident, c'est un divorce ou un accident physique ou un événement qui fait que tu te ressentes sur toi-même. Et là, tu reviens à qu'est-ce qui est essentiel. Parce que tu ne peux plus naviguer à droite à gauche, courir. En fait, la problématique des gens, c'est qu'ils courent tout le temps. Ils parlent beaucoup trop, ils n'écoutent pas assez. Et ils courent d'activité en activité, ils ne prennent jamais le temps de se poser. Donc, ils n'ont pas le temps de réfléchir à eux-mêmes, à ce qu'ils veulent. Et puis à 40 ans, c'est la crise de la quarantaine, on fait tout péter, le couple, la famille. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps avant, tu vois. Et l'astrologie, c'est revenu dans ma vie dans un centre d'intérêt très fort quand moi j'ai été en arrêt maladie suite à un burn-out, suite à du harcèlement au travail, des conséquences qui durent sur plusieurs années, cette histoire. Et je me suis replongée en fait dans l'astrologie, donc là j'ai commencé à étudier par moi-même et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a formée. Ça c'était génial, elle m'a proposé en fait de me former. J'ai fait une consultation pour moi au départ. Et elle m'a naturellement proposé de me former à l'astro. Donc j'ai suivi ses cours pendant 2 ans. Et puis ensuite, je me suis un peu ouvert à ce qui se faisait sur les réseaux. Et j'ai trouvé mon mentor aux USA. Et je me suis reformée encore dans son école jusqu'à passer les certificats de son école en fait. Donc ça a été vraiment un approfondissement au départ pour moi. Je le faisais vraiment pour moi parce que ça me faisait du bien, ça répondait à des questions, ça a donné du sens à ce que j'avais vécu. Ça me rassurait aussi de se dire qu'il y a quelque chose comme un ordre existentiel, tu vois. Il y a quelque chose qui existe, c'est ordonné. L'univers, il est ordonné en fait. Et le fait qu'il y ait cette sorte de cadre ou cette horloge qui est déjà là, il y a un truc qui est rassurant en fait. Quand tu es perdu, c'est comme un guide, un chemin. Donc l'astrologie, oui, ça m'a amené, ça m'a rassuré, ça m'a permis de comprendre des choses de ce que je vivais, ça m'a permis aussi de répondre à trouver des pistes, en tout cas à mes questions existentielles que je me posais depuis toujours, l'enfance. Ça m'a donné aussi de l'espoir parce que y avait une sorte de date de fin, de période de fin du pic de la période la plus difficile de ma vie, tu vois. Donc tu te dis, ah, mais ça va s'arrêter, c'est cool. Puis bon, après, c'était une passion de rentrer dans ce langage symbolique, parce que quand tu rentres dans le langage symbolique, après, il y a 10 000 portes qui s'ouvrent. Tu vas toucher à la spiritualité, aux différents courants, tu vois, du bouddhisme. Enfin, tu peux aller regarder toutes les religions, en fait, et te dire, mais en fait, ils disent tous la même chose, finalement. Si on regarde au-delà des apparences et si on ne fait pas... on ne sort pas les choses de leur contexte. Dans chaque texte religieux sacré, en fait dans les textes sacrés, tout est déjà dit. Et chaque religion dit la même chose, si on regarde pas en surface. Et c'est là où il y a un côté rassurant d'un ordre cosmique qui existe, tu vois. Et ça permet de se guider, de se rassurer, de se connaître aussi différemment, de se regarder en dehors de ce qu'on a toujours dit de toi. Puisqu'on est conditionné par nos familles, par la société. Donc, dès l'instant où on t'a posé une étiquette, c'est extrêmement dur d'en sortir. Tes potes ou ta famille, ils t'ont posé une étiquette pendant 20 ans, ils vont te garder sous cette étiquette-là, même si toi, t'as changé 1000 fois déjà entre-temps, tu vois. Mais eux, c'est plus long pour eux. Donc, ça permet aussi d'apprendre à se redécouvrir d'une autre manière, avec des qualités que peut-être on ne t'avait jamais dites. Et ça encourage pour aller faire d'autres projets, pour donner de la confiance en soi, apprendre à se connaître. L'astrologie, c'est un merveilleux outil en fait pour apprendre à se connaître. Et c'est infini, parce que déjà on évolue tout le temps, on change tout le temps. Et puis on peut toujours aller creuser chaque donnée, puisque ce sont des concepts aussi philosophiques. Un symbole, on dit que c'est une encyclopédie miniature. Tu vois, dans un tout petit truc comme ça, on a l'universalis. Et en fait, on n'aura jamais assez d'une vie pour explorer ne serait-ce qu'un symbole. Donc déjà, dans l'astrologie, il y a déjà 12 signes,
7 planètes, 5 planètes et 2 luminaires. Des symboles, c'est infini en fait. Alors moi, je me suis recentrée sur l'astrologie traditionnelle. Donc on revient aux fondamentaux de la période grecque. Donc ça s'appelle l'astrologie hellénistique, de la période hellénistique, de moins 500 avant notre ère jusqu'à la fin de l'Empire romain. Et toute cette période, en fait, ça a été la création de l'horoscope, justement. Parce qu'en fait, au préalable, l'astrologie, ça ne servait que aux grands empires, aux grandes destinées. Ça a commencé en Égypte. Donc c'était vraiment réservé déjà au peuple, à la destinée du peuple et à la destinée de celui qui était à la tête. Et seulement en moins de 120 avant notre ère, l'horoscope a été créé. Et l'horoscope, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire horoscopique, c'est pour ça qu'on demande l'heure de naissance, c'est déterminé par l'ascendant. Ça va déterminer l'ascendant. Et en fait, ce qu'on croit de l'astrologie dans les magazines, tu sais, l'horoscope des magazines, mais en fait, c'est une erreur. Ça devrait s'appeler soliscope. Parce qu'en fait, l'horoscope des magazines ne te parle que de ton signe solaire, le jour de ta naissance. Il ne te parle pas de ton horoscope heure de naissance. En fait, horoscopique, ça veut dire heure, donc ça détermine l'ascendant. Donc en fait, les magazines, ça devrait s'appeler soliscope, mais pas horoscope. J'invente un mot, mais c'est ça. Donc déjà, il y a une erreur de présentation de ce qu'est l'astrologie. Donc moi, je suis revenue grâce justement au gars à mon mentor des États-Unis. Je suis revenue à une astrologie justement traditionnelle, aux fondamentaux. Et à partir de ces fondamentaux, d'explorer vraiment comment c'était à l'époque, comment a été créée l'astrologie, sur quoi c'est basé, sur quoi c'est fondé. En fait, il y a une logique à ça. Il y a des logiques à apprendre, c'est l'ordre chaldéen des planètes, c'est-à-dire la vitesse de révolution des planètes. Donc en fait, il y a des choses, c'est très très logique. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que comme j'aimais les mathématiques et le côté cartésien, concret, il y avait cette logique-là dans cette astrologie-là, de revenir aux fondamentaux. On est basé aussi sur les saisons, le rythme des saisons, donc il y a une logique en fait sur plein de choses. Et les archétypes qui sont utilisés, ce sont les dieux grecs. Donc après, ça t'ouvre la porte de la mythologie, et là tu te dis, mais en fait, le syndrome de l'imposteur, il est affreux, parce que quand tu commences à ouvrir une porte, il y en a une autre qui s'ouvre, et puis une autre, et puis une autre, et en fait tu finis jamais. Et c'est là le fameux syndrome de l'imposteur, de celui qui sait qu'il ne saura jamais en fait finalement. Même s'il a plus de savoir que les autres, mais en fait au bout d'un moment, quand tu ouvres la porte de la connaissance, c'est infini. La séance d'astrologie, alors on peut vraiment aller explorer plein de choses avec ça, toutes les thématiques, des personnages, des périodes de vie. Donc il va falloir cibler en fait en début de séance. Moi, j'appelle mes clients pour savoir quelle est la thématique qu'ils veulent aborder, quelle est leur intention en fait. Pourquoi ils veulent faire une séance d'astrologie. Oui, je peux te faire ta carte, ton thème natal de naissance, mais en gros, c'est un petit peu comme un test de personnalité où je vais te donner tes tendances. Bon, tu te connais déjà un peu en principe, tu vas te reconnaître, mais c'est génial parce qu'en fait, moi, je ne te connais pas, je t'ai jamais vu, puis je vais te balancer tous tes petits travers ou tes qualités, et tu vas faire, ça fait un effet waouh en fait. Donc ça, c'est cool. Mais maintenant, après, c'est encore une fois, un outil, il faut que ça serve à quelque chose. Moi, je veux bien faire un effet waouh, mais c'est éphémère un effet waouh. Il faut que derrière, ce truc-là, il te serve. Donc, comme je disais, c'est soit tu apprends à te connaître et puis tu te redécouvres à oser faire des choses et tu te vois autrement que ce que tu as été. Mais donc, l'intention, c'est de connaître effectivement l'objectif de la personne. Soit c'est une découverte, on va aller faire, je vais aller faire une séance, une lecture de thème de naissance, qui est un petit peu l'oracle de ta destinée, tu vois, le jour où tu es né. Ensuite, il y a une seconde séance où on va peut-être aller aborder plus précisément ce qui se passe en ce moment. Et pour comprendre ce qui se passe en ce moment, on va aller regarder les cycles passés pour comprendre le présent, pour que tu puisses créer ton futur. Et c'est là où l'astrologie n'est pas déterministe, dans un sens où ce n'est pas une fatalité, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est qu'on utilise la connaissance, encore une fois, du passé
pour prendre du recul sur ce que tu as vécu, sur les cycles, pour voir ce qui revient tout le temps, les patterns, pour essayer de sortir de tes schémas aussi, si ce sont des schémas qui sont néfastes pour ta propre évolution ou ton bonheur. Comprendre le présent, les choix qui t'ont amené jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de là, on regarde les cycles à venir pour voir comment tu peux créer ton futur. Est-ce qu'en ce moment, c'est plutôt une période favorable et pourquoi ? Ou qu'est-ce que ça va te demander de travailler ? Et aussi de comprendre qu'en fait, il y a un timing divin. C'est pas toi qui le décides, celui-là. On a chacun, de façon unique, un timing. Donc celui qui te dit fais ça, moi je fais ci, fais ça, comme moi j'ai fait, ça ne marchera pas. Parce que l'autre, il aura un autre timing. Donc ça c'est vraiment important, tu vois, de le comprendre, de ne pas forcer l'autre à être autrement que ce qu'il est, parce que tu ne peux pas changer l'autre, et que chacun ait son timing. C'est la course à la réussite, c'est je veux des résultats tout de suite, et en fait, non, si tu es dans une période où en fait ça va durer 2 ans, où tu vas devoir, en fait, ça ne veut pas dire que c'est 2 ans d'enfer, mais ça veut dire que tu vas devoir déconstruire peut-être, si c'est une période comme ça, hein, déconstruire ce qui a été existant pour remettre des bonnes fondations, pour reconstruire. Et en fait, c'est toute l'histoire de la vie, ça. Mais c'est comme une maison, donc on ne peut pas dire à quelqu'un, si c'est la période où en ce moment c'est difficile pour lui parce qu'il y a tout à reconstruire intérieurement, il ne pourra pas être dans la réussite, il est en phase de construction. Donc c'est vraiment de respecter à certains endroits, tu vois, ce timing-là, de ne pas pousser et forcer. Oui, dans un premier temps, il y a la conscience du développement personnel, de soi, de comment tu fonctionnes, mais effectivement, il faut rajouter la dimension temporelle aussi. Il y a des cycles, et ceux-là, en fait, il y a des cycles génériques pour tout le monde, mais il y a aussi vraiment des cycles très personnels qui font qu'il y a des choses que tu ne pourras pas obtenir maintenant si le timing divin, c'était pas le moment, quoi. Et c'est super utile aussi pour des projets, parce que pour le coup, tu sais aussi, tu peux te projeter à 1 an ou 2 ans en te disant, si moi je te dis par exemple, là ton projet, il est encore en phase de construction, tu vas avoir des soutiens, mais il arrivera à maturité à telle période, déjà ça t'aide à accepter la frustration durant ce temps-là, de ne pas être arrivé avant l'heure en fait finalement, et aussi de prendre le temps d'utiliser ce temps-là pour construire, pour bien poser tes fondations, pour acquérir peut-être des compétences dont tu vas avoir besoin pour arriver à cet aboutissement, à cette finalité. C'est hyper riche. Et de se caler sur ces rythmes, on est aussi beaucoup plus intérieurement plus serein en fait. C'est de remettre de l'homéostasie en fait dans le corps, mais dans l'esprit. Enfin, encore une fois, on en revient au corps, à l'esprit, âme esprit. Mais le fait de se recaler sur le timing qui est le nôtre, ça remet de l'homéostasie, de l'équilibre, et ça évite que quand tu forces justement d'être malade ou d'avoir peu importe des symptômes de santé qui viennent être déstabilisés, quoi. Donc par exemple, dans le milieu des affaires, que ce soit pour les entrepreneurs, les businessmen, et j'en reviens aussi au coach, c'est super important d'intégrer ce paramètre dans ton évolution personnelle, dans tes projections. Oui, c'est hyper important en fait de tenir compte de la temporalité pour tes projets, pour ton business. Moi, j'ai aussi travaillé sur l'astrologie et le business, et justement d'aller voir si par exemple en ce moment tu as un problème d'impôt, c'est peut-être le moment d'aller vérifier si ta comptabilité elle est bonne, ou ta communication. Enfin, tu vois, on peut aller cibler en fait certaines thématiques comme ça, et de faire des projets. On dit toujours en business, fais ton projet à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, ou le 3-6-9. Le 3-6-9, c'est typiquement en fait un cycle de Jupiter. Jupiter met 12 ans à faire sa révolution autour du Soleil, c'est un cycle de Jupiter. 3, 6, 9, 12. On revient à 0. 3, 6, 9, 12. En fait, les businessmen, ils n'ont rien inventé, tu vois, non plus. Tout est calé sans qu'on le sache sur les astres, finalement.
L'important en fait, c'est de se caler sur son propre rythme. Parce que si tu te cales sur le rythme, si tu cales ton business sur le rythme de quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout la même constitution que toi, ne serait-ce que la constitution ou le rythme temporel, le fameux timing divin, toi tu vas t'épuiser. Moi je suis Capricorne, je suis un signe d'hiver, j'ai plein de choses en Capricorne. Donc je suis dans le silence, la lenteur, j'adore rester seule, être avec un bouquin, écrire. Donc ces périodes de l'hiver, pour moi, c'est trop génial, j'adore. Et c'est justement des périodes où je peux être productive aussi, parce que je suis dans mon élément. La nature, on sort moins, tout va bien, c'est cool. Quand vient l'été, c'est peut-être plus compliqué pour moi, tu vois, d'être sur le rythme. Je ne pourrais pas être en fait sur un rythme d'un bélier, comme toi. C'est impossible. Je suis ascendant scorpion, ce sont des animaux qui ont un sang-froid. Enfin, tu vois, je suis tout l'inverse en fait de un bélier. Donc je ne peux pas fonctionner comme un bélier, ni dans mon business, ni mon... Je peux apprendre des compétences que je n'ai pas, mais je ne serai jamais naturellement comme ça. Ce seront des choses que je peux utiliser ponctuellement pour mettre des coups de boost justement dans mon business, mais je ne pourrai jamais être à ce niveau H24. C'est impossible. Moi, je vais m'épuiser. C'est là que c'est important que chaque entrepreneur connaisse aussi son rythme et s'écoute. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, personne ne s'écoute. Il faut faire, produire. On est dans une société où il faut faire et produire. Mais en Occident, ils sont d'abord dans « je suis », dans l'être. Avant d'être dans le faire, ils sont dans être. Et après, ils font. Mais nous, on a complètement oublié nos propres rythmes parce qu'il faut travailler de telle heure à telle heure, il faut être productif. Enfin, moi, j'ai vécu ça au niveau du boulot. Tu peux même plus aller pisser sans demander l'autorisation presque ou sans regarder la montre, quoi. Mais attends, c'est un besoin naturel. Donc, si j'ai envie de boire, d'aller aux toilettes, c'est le minimum, tu vois. Et après, ça a été poussé à l'extrême, malheureusement, dans le monde du travail ici. Donc du coup, maintenant, tu es libre. Je suis libre. Alors libre, déjà pour moi, la liberté ne se dissocie pas de la responsabilité. Et la liberté, c'est un grand sujet. Parce que déjà jeune, moi j'avais pas d'enfant, je voulais pas le cacate, le mari, le chien, tu vois. Et donc mes amis avaient déjà des enfants, étaient déjà en couple, commençaient à construire leur maison, etc. Et j'ai toujours pour eux représenté la liberté. Et en fait c'est un danger. Parce que comme j'étais libre, en leur sens à eux, en fait j'étais pas invitée des fois à des événements parce que j'étais vue comme une concurrente. Comme, tu sais, le diable, elle va venir tenter nos maris avec sa liberté qu'elle affiche devant nous. Et ça, c'est horrible parce que j'ai ressenti beaucoup de rejet, tu vois. J'ai eu beaucoup de situations, et ça m'arrive encore aujourd'hui, d'être exclue. Et ça, c'est très violent, en fait. Mais cette sensation de liberté, elle est... c'est vraiment une notion que chacun doit travailler. Et je leur ai expliqué, mais c'est pas parce que j'ai pas d'enfant que je suis libre. Parce qu'en fait, finalement, quand tu es totalement libre et que tu n'as aucune contrainte, aucun cadre, aucune responsabilité, entre guillemets, en fait, tu es aussi perdu, quoi. C'est comme si tu étais parachuté dans l'univers et tu es paumé dans l'espace. Et tu as besoin, en fait, pour te sentir libre, aussi, je pense, d'un cadre, de responsabilité. Parce que la liberté, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux, quand je veux, à l'insu des autres, ou en faisant du mal aux autres. La liberté, elle engendre de la conscience et de la responsabilité. Donc j'ai conscience de moi, de mes paroles, de mes pensées, de mes actes. Et je suis aussi responsable de tenir compte en fait de mon environnement. Donc si je veux être libre, il faut que je sois aussi responsable de... Enfin, pas que je prenne en responsabilité, mais que je tienne compte en fait de mon environnement et des personnes qui sont autour de moi. Donc je ne fais pas ce que je veux quand je veux. Il faut que je respecte aussi tes besoins, tes limites, tu vois, de respecter les limites des autres.
Donc on ne peut pas dissocier pour moi liberté et responsabilité. Mais du coup, quand on n'a pas de mari, qu'on n'a pas d'enfant, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pourrais coucher avec qui je veux, je pourrais voyager et travailler de n'importe où. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? La liberté, il faut avoir une liberté financière. Après, il faut avoir envie aussi, tu vois, Moi, j'ai besoin d'un ancrage, d'avoir une maison, quelque chose où je me pose. Je ne me vois pas travailler en sac à dos et changer de lieu tout le temps. Donc la liberté financière, elle s'acquiert, c'est tout un travail aussi. J'ai travaillé en banque en fait, tu fais pas ça du jour au lendemain. Il n'y a personne qui gagne au loto enfin, c'est très rare. Donc c'est tout ça, cette liberté que j'ai aujourd'hui, c'est aussi, c'est aussi des sacrifices que j'ai fait précédemment pendant mes 20 années d'entreprise. Énormément de sacrifices, qu'ils soient financiers et qu'ils soient aussi psychologiques. Et aujourd'hui, oui, je peux arriver à une forme de liberté. donc d'une certaine façon, tu es la chamane de la tribu. C'est comme ça que tu le vois en tout cas. Alors, chaman, c'est pas un mot que je me permettrais d'employer. Ça engendre beaucoup de responsabilités et de sérieux pour moi. Et je côtoie des chamans, si on veut dire, et je ne me permettrais pas d'avoir. Enfin voilà, il y a l'humilité qui dirait que non, pas du tout. Mais en fait, dans l'analogie, oui. Dans l'analogie, c'est la sorcière ou le sorcier que tu allais voir en dehors du village. Il fallait monter la colline, il fallait. C'est exactement là où je vis, hein, en fait. Typiquement Capricorne, tu vois, c'est aloré. Et en fait, bon, dans ma carte, sans rentrer dans des choses techniques, mais j'ai des choses en maison 12. Et la maison 12, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'entre-deux. Et l'entre-deux, ce sont des états dans lesquels qui ne sont pas faits pour durer. C'est-à-dire que en termes de temporalité, ça va être l'aube, tu vois, l'aurore, ou comme le soir quand on dit c'est entre chien et loup. En fait, on y voit mieux quand il fait nuit noire dans la nuit, on y voit mieux que à la période, enfin à 6-7 heures juste avant, tu vois, soit il fait jour, soit il fait nuit. Et en fait, dans ma carte astrologique, j'ai beaucoup de placements qui parlent de ce côté entre deux, c'est-à-dire que tu n'appartiens pas ni au jour, quelque part, ni à la nuit. Et dans les tribus, c'est la même chose. C'est un peu le loup solitaire, c'est celui qui, s'il n'est pas là, la tribu ne peut pas finalement exister, parce qu'on a besoin de cet équilibre-là, mais il ne fait pas partie pleinement. Il n'est pas le chef du village, ou le chef de la meute. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé aussi mon entreprise Limine Astral, parce que l'espace liminal, en fait, c'est un seuil, c'est un espace d'entre-deux, et c'est surtout un espace aussi d'initiation. C'est-à-dire que quand tu arrives avec un certain état, tu vis quelque chose dans le noir, tu te mets à nu, obligatoirement, parce que dans tous les rituels qu'on peut voir, il y a vraiment ce côté de je me déshabille physiquement et psychologiquement, je me mets à nu. Et du coup, tu reviens dans la société avec une autre forme de statut. C'est tout le processus des rituels qu'on a perdu, nous, bien évidemment, depuis des années. Mais il y avait toujours, dans les tribus, il y a le passage de l'enfant, du garçon qui va faire son rituel pour au passage à l'âge adulte. Pardon. Donc tout ça, c'est des rituels en fait. Et l'analogie, c'est ça, c'est que tu viens avec un état avant de me connaître, avant de me rencontrer, avant de faire un coaching. Tu vis des choses qui ne sont pas forcément palpables, ou qui peuvent l'être, mais qui sont en tout cas transformateurs. Et tu ressors après avec soit un autre état d'esprit, une modification de pensée ou des émotions qui vont te permettre d'engendrer du vrai changement dans ta vie aussi. Et cet espace liminal, c'est aussi un espace d'entre-deux. Et donc le fait d'avoir étudié l'hypnose, c'est encore lié à cet espace d'entre-deux, puisque l'hypnose, c'est des états modifiés de conscience, enfin, on va les appeler comme ça. On va aller explorer l'inconscient et le conscient. Donc on est encore une fois où je vais accompagner les personnes entre cet inconscient et ce conscient. Et je vais les aider à partir des séances d'hypnose à aller engendrer du changement, soit comportemental, soit émotionnel, soit mindset. Donc il y a encore cette notion de tu viens avant,
on fait de l'hypnose, enfin, des processus, et ensuite tu as un changement. Et on utilise ces espaces d'entre-deux. Donc pour moi, le mot liminal que j'ai choisi, il est hyper évocateur, même s'il n'est pas connu, mais c'est très bien parce que comme ça fera connaître les gens là-dessus. Et en fait, c'est vraiment ces trucs d'entre-deux. Et après, effectivement, dans le rapport, c'était cette analogie avec le sorcier du village ou le rebouteux ou la magicienne que tu vas aller voir, qui a ses petites potions, tu vois, et qui va t'aider à aller mieux et à passer soit un deuil, soit passer à l'âge adulte, soit passer une étape de vie hyper importante. Et donc moi, je suis là pour les étapes de vie importantes. Liminal, ça vient de ça, c'est un seuil et les rituels de passage. Et après, c'est aussi utilisé dans le monde, aujourd'hui dans la société au niveau... c'est utilisé dans le monde du handicap pour dire aussi que, tu sais, il y a la notion d'inclusion. De dire en fait, les handicapés, qu'ils se soient un handicap physique ou mental, on va les inclure dans notre quotidien de gens normaux. Mais en fait, ils ne seront jamais inclus. Ils essayent en fait de faire de l'inclusion, mais ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont toujours à l'écart. Donc il y a vraiment cette sensation d'être à l'écart, de sentiment d'être à l'écart. Et c'est utilisé dans le domaine du handicap, de l'inclusion, enfin voilà, ce mot liminal ou liminalité. Les analogies, c'est toujours les mêmes, tu vois, c'est la mue du serpent, le phénix, la mort, la renaissance. En fait, tout ça, ce sont des symboliques et des analogies pour dire encore une fois la même chose. C'est complètement ancré dans le subconscient collectif, puisqu'on sait très bien qu'un serpent, ça a une mue, par exemple, et qu'en fait, il ne meurt pas, mais il devient autre. Et on se répare. Et moi, ça me parle beaucoup, ascendant scorpion. Mais après, c'est naturel, si tu veux. Je sais pas, c'est là où ce qui est fou, c'est que quand t'es gamin, en fait, t'es connecté à tout. Tu sais, j'ai entendu l'autre jour une nénette qui disait « Mais moi, je suis médium de naissance. » Alors, ça m'a fait hérisser les poils à mort. Parce qu'en fait, pour moi, on est tous médiums de naissance, en fait. On est tous connectés. C'est juste qu'après, on met des habits, on est déconnecté de la nature, la société, les codes, les machins, et c'est là où on n'arrive pas parce qu'on essaie de nous faire entrer dans des cases, alors nous, on rentre pas dans ces cases, et en fait, on est déconnecté, tu vois. Et l'idée, c'est de se reconnecter à quelque chose de naturel, de fondamental, en fait. Et je crois qu'on a besoin de plus en plus de ça, parce qu'on est dans les villes, les smartphones et tout ça, donc le fait de pouvoir faire des moments de retrait. Moi, j'ai la chance de vivre déjà à la campagne. Mais je fais aussi des moments de retrait, des cérémonies où je vais travailler des choses spécifiques, tu vois. Je vais faire des retraites, non, des retraites, c'est pas ça, mais des cérémonies où je vais mettre mon corps à l'épreuve, sans plantes. C'est vraiment là pour le coup, tu vois, du travail. Je mets mon corps en souffrance parce qu'en fait, pour pouvoir changer, il faut aller... Il y a un seuil. On ne change pas parce qu'on a envie de changer et ça nous fait plaisir. On change parce qu'on souffre. Et quand ce seuil de souffrance, il est au top, à son climax, c'est là en fait où le changement, il est rapide. Donc t'as beau faire du coaching, aller voir 250 000 psy, si la personne, se laisse croire qu'elle a envie de changer, mais qu'elle n'a pas atteint son seuil de souffrance, son pic de souffrance, elle ne changera pas. Et moi, c'est là où j'aime bien les bousculer, c'est qu'à un moment donné, si tu es là pour blablater et me raconter tes malheurs et que tu n'as pas envie de changer, moi, en fait, ça va être vite vu, ça va être next, en fait. Parce que je ne suis pas là pour écouter tes doléances. Je suis là pour t'aider à changer, mais il faut que tu aies envie de changer, tu vois, déjà. Et c'est là où les changements sont très rapides aussi, parfois. Faut pas croire que des fois, il faille 10 ans, tu vois, pour travailler. En fait, des fois, si tu arrives au moment où ton seuil de souffrance, il est là, on fait 3 séances d'hypnose et basta, c'est fini, quoi. Et donc, moi, je mets mon corps à l'épreuve. Et en fait, j'en venais à ça pour dire... je fais souvent des digressions, c'est normal, tout va bien. Tout ça pour dire en fait que tu peux pas faire le passage tout seul. Donc mon fameux seuil, mon espace liminal, t'aide à passer. Moi, j'aide les gens à passer.
je l'ai fait dans ma vie naturellement sans m'en rendre compte pendant des années. Je les aidais, j'étais là dans les moments difficiles, je les aidais à passer, puis après ils faisaient leur vie, je les voyais plus forcément, tu vois. Et en fait, tu peux pas aller tout seul au-delà de ta propre zone de confort. Oui, tu vas y aller de temps en temps. Oui, tu vas pouvoir aller à un certain point. Mais en fait, pour te dépasser, il va falloir que tu aies une tierce personne. Tous les grands sportifs ont des coachs, tous les grands politiciens, ils ont des équipes. Enfin, tout le monde, en fait. Tout seul, on ne peut pas. Donc moi, en fait, je suis cette personne aussi qui va aider à passer. Et moi-même, je fais le travail sur moi. C'est-à-dire que je continue, après toutes ces années de travail et de découverte, je continue en fait à me mettre à l'épreuve dans des cérémonies, sans produit, comme ça c'est vraiment naturel. Et je mets à l'épreuve en fait, si tu veux, dans le principe, il y a 4 étapes. Il va y avoir la première étape où ça va être une épreuve sur le corps. Donc en fait, mon corps va souffrir. Et quand on est fatigué, ce qui est bien, tu vois, quand on est bien fatigué, ce qui est bien, c'est que les émotions après vont pouvoir se libérer aussi. Donc il y a 4 étapes. D'abord, tu mets ton corps à l'épreuve. Je mets mon corps à l'épreuve, je souffre. Ensuite, ça va toucher le mental. Parce qu'en fait, le mental, il dit, mais moi, je vais tenir. Je vais résister, nanana, tu vois. Donc le mental, on est fort. On est beaucoup à être dans la tête. Et donc du coup, on tient par la résistance. On se conditionne et on dit, ok, je vais y aller, je résiste. Sauf qu'une fois que tu as ton mental qui est bien cassé, c'est ce qui se passe dans les entraînements militaires. Hein. Et typiquement, c'est ce principe-là. Le corps, on te le fatigue, ensuite on te brise le mental. Mais là, c'est gentil parce que c'est des cérémonies bienveillantes. Hein. Et bien ensuite, qu'est-ce qui sort? Après ça, c'est toutes tes émotions. Et donc, tu te libères. Donc, tu libères ton corps, tu nettoies ton corps physiquement parce qu'il y a un rituel. Et tu te nettoies en fait. Tu sors tes pensées, tu sors tes émotions, tu pleures. Et en fait, ça évite aussi d'être malade parce que tu sors des blocages que tu as à l'intérieur. Parce que chaque émotion vient se stocker dans ton corps. Et c'est ce qui engendre des maladies par la suite. Donc là, du coup, tu te libères de tes émotions. Et une fois que tu as libéré bien, que tu es bien fatigué, que tu as libéré ton corps, ton mental et tes émotions, et ben il se passe quelque chose d'autre. Et c'est ce qu'on appelle le spirituel, hein, quelque part. Le mystère. Il se passe des choses où les mots manquent pour parler de ça. Il n'y en a pas assez. C'est trop subtil. Et il peut se passer des choses vraiment très puissantes et très extraordinaires en fait dans ces moments-là. Mais ça, c'est plus intime. Du coup, quand tu dis que tu te mets en souffrance physiquement, tu marches sur des braises ardentes, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, il peut y avoir ça. Alors moi, j'ai jamais fait. Mais effectivement, ça fait partie. C'est-à-dire que il n'y a pas de violence hein, du tout. Mais si tu veux, c'est comme un sauna, plus puissance, plus. Et donc en fait, c'est déjà par la transpiration, c'est comme un tipi avec des pierres et on met de l'eau dessus. Donc c'est le principe du sauna. Mais c'est pas un sauna parce que c'est un sauna plus. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que tes toxines, tu les libères de façon naturelle. Donc déjà, tu sues, tu transpires, donc tu élimines tes toxiques. C'est là où je disais, c'est important de nettoyer aussi son corps. Et là, déjà, ça se passe par le corps. Mais c'est quand même très éprouvant parce que c'est très intense. C'est une température qui monte très vite. Ça dure pas forcément très longtemps, mais ça monte très vite. Donc, le corps, il est vite fatigué. En fait, au lieu de faire 3 jours de marche, tu fais une séance de ça et puis tu vois, en fait, c'est un accélérateur. Un accélérateur de tout. Donc très vite, tu as d'abord ce côté... et c'est comme ça que moi, je l'ai vécu vraiment la première fois, en fait. C'est vraiment ces 4 étapes-là. Mais c'est en fait, j'ai lu bien après que c'était dans les bouquins, justement, des natifs américains, que c'était le principe. Mais moi, je l'ai vécu dès ma première fois. Et la première fois, j'ai vraiment senti ce corps où j'ai eu des manifestations physiques étranges. Et je ne veux pas raconter mon expérience parce que c'est vraiment très intime. Mais j'ai senti cette fatigue corporelle, on va dire, et ces symptômes corporels. Après, j'ai senti que c'était mon mental parce que si tu veux, tu peux partir quand tu veux de ça. Donc l'idée, c'était de dire, ok, moi, mon intention, c'est quoi? Moi, je suis arrivée avec une intention. Et c'est là où c'est super intéressant. Parce qu'en fait, c'est les bases
quelque part de ce qui m'a amené à l'hypnose, à mon avis. C'est que je suis arrivée, je connaissais rien aux cérémonies et je suis arrivée avec une intention, mais de malade. Et quand on parle du pouvoir de l'intention, là je le comprends. Mais on n'a pas ce degré d'intention et de focus et dans les tripes peut-être, tu vois, tout le temps. Mais moi, je suis arrivée avec une grosse intention et j'ai pas lâché. Et donc, quand mon mental, quand j'avais envie de partir de ça, c'était ok, mais qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Ok, je veux ça. Donc, je suis restée avec mon mental. Et après, je peux repartir quand je veux, en fait. Mais non, il y a un troisième round. Troisième round, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu vois, il y a l'effet de groupe aussi qui te soutient. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça m'a fait découvrir. J'en reviens au militaire, mais il y a vraiment cet esprit de cohésion, c'est-à-dire que quand t'en as un qui flanche, des fois, t'as juste besoin d'un petit regard. Et juste ce regard, il te donne la force d'avancer. Donc moi, j'ai vécu des choses que je connaissais pas, puisque j'ai souvent été en marge. Donc l'esprit de groupe et ce soutien, je l'ai découvert dans ces cérémonies. Et aujourd'hui, moi, je considère ces personnes-là ou cet environnement-là comme ma famille, tu vois. J'y vais à chaque... au lieu d'aller faire Pâques comme certains chez les parents, moi, je vais avec cette famille-là, en fait, que j'ai choisie. Est-ce que je me considère comme une médium? Alors, je pense encore une fois qu'il faut réexpliquer les mots. En fait, médium, ça veut dire intermédiaire. Donc, en quelque sorte, oui. Parce que je suis l'intermédiaire, je suis une traductrice. Je suis comme quelqu'un qui parle anglais et qui traduit au français. Moi, je traduis des symboles. Donc, en fait, je suis la personne médium qui va faire traduction des messages. C'est là, en fait, où on peut ramener plein de termes aujourd'hui très spirituels et qui font peur sur Terre. Un média, ça veut dire que tu utilises quelque chose. Un média, c'est un journaliste, c'est la radio, c'est quelque chose en fait où tu vas être l'intermédiaire de diffuseurs d'informations. Donc en fait, moi, je suis, quelque part un médium. Si tu veux le dire d'une façon terre à terre, je traduis un langage symbolique et je te le transmets. Si tu veux monter un peu plus dans le spirituel, je traduis le langage des dieux, puisqu'en fait j'utilise des images archétypales de dieux grecs pour te transmettre des messages et te dire ce que tu as à dire, ce que tu as à entendre, pardon. C'est mon outil en fait de langue. C'est mon outil. Donc je traduis le message des dieux grecs et je te transmets leur message. Donc en ce sens-là, je suis un médium. Mais on n'est pas obligé d'être perché parce que l'image générale des gens qui ont des médiums, c'est de dire en fait, je communique avec les morts, etc. En fait, c'est communiquer avec l'invisible et transmettre des messages. Et je te délivre des messages. Mais tout est encore une fois dans le positionnement. Moi, je ne te dis pas que j'ai des messages à te transmettre de la part des dieux, mais je traduis le message des dieux, si tu veux. Mais je suis personne pour te dire si tu as besoin d'entendre ça, effectivement, là, je ne suis qu'un intermédiaire. On peut ramener en fait plein de termes comme ça qui font peur en quelque chose d'un peu plus... c'est là où je veux le démystifier, même l'hypnose ou l'astrologie. C'est qu'en fait, non, je ne suis pas médium, mais oui, en fait, je suis un intermédiaire. Donc, après, c'est qu'une histoire de mots et ce qu'on y met derrière comme sens. Oui, les gens pensent faux parce qu'il y a un manque encore une fois, de revenir aux mots, à qu'est-ce qu'ils veulent dire, comment ils ont été utilisés. Et quand tu reviens à ça, un média, ça veut dire intermédiaire. Donc oui, je suis l'intermédiaire entre un livre, une carte astrologique, des archétypes de dieux grecs et toi, mon client. Mais ça ne fait pas pour autant de moi une sorcière avec des pouvoirs magiques. J'ai aucun pouvoir en fait. J'ai étudié des années. J'ai une connaissance intuitive aussi de l'humain parce que je suis empathique, parce que j'ai passé 20 années à travailler avec des clients. Donc en fait, pendant 20 ans, j'avais tous les jours, 8 heures par jour, des clients en face de moi, toute origine, toute émotion,
toute catégorie sociale et professionnelle. Et tout ça, en fait, inconsciemment, ce sont des choses que tu apprends. Tu ne te rends pas compte, mais tu apprends le langage non verbal, tu apprends à reconnaître une émotion chez quelqu'un. Et en fait, ça, c'est juste des 20 années de pratique avec des clients qui font qu'aujourd'hui, intuitivement, je peux regarder peut-être quelqu'un et reconnaître certains traits. Mais c'est des choses, en fait, il n'y a pas de pouvoir magique. On est tous dotés, en fait, de ce pouvoir, quoi. Il n'y a pas de pouvoir. Et il n'y a pas de boule de cristal et je ne sais pas lire l'avenir. Et c'est là où c'est important aussi, dans les consultations, de remettre le pouvoir au client et de dire, ok, c'est toi qui décides de ton demain, quoi. Moi, je te force à rien, je te donne un message, je te lis quelque chose, je te lis l'histoire que j'ai en ce moment sous les yeux. Mais après, c'est toi qui décides si tu prends tel chemin, tel chemin, tel chemin. Et si tu veux t'aider, on fait de l'hypnose et je peux t'aider aussi à choisir un des chemins et à essayer. Mais il n'y a rien de magique. Et je pense qu'il y a beaucoup de termes de la spiritualité qui peuvent être ramenés et parler à des gens en fait qui sont plus terre à terre et dans le monde concret, tu vois. Ça permettrait aussi à ces personnes de venir tester peut-être aussi et de se rendre compte qu'il y a des changements qui sont possibles et qu'il n'y a rien de perché en fait. On peut expliquer tout, on peut plus ou moins quoi. On peut expliquer à peu près comment fonctionne l'hypnose à quelqu'un qui est terre à terre. L'astrologie, c'est pareil. Donc médium, oui, je lis une carte et je fais l'interprétation et je te dis ce que je veux. Je te raconte l'histoire. Mais j'entends pas de petite voix, j'ai pas les petits anges qui me parlent et je vois pas de licorne. Et ça rassure aussi les gens, tu vois, ce discours. En fait, moi, quand je discute avec la plupart de mes clients, comme je te disais, des hommes qui sont cadres ou militaires, en fait, le fait de m'entendre parler comme ça, terre à terre, concret, j'ai 20 années quand même de banque, ça veut dire que je sais ce que c'est que le monde matériel, les contingences matérielles, l'argent, un business, tout ça, je sais ce que c'est. Donc en fait, quand on parle le même langage. Et il voit bien que je ne suis pas perchée. Donc après, en testant le coaching, si tu veux, que j'utilise l'astrologie ou l'hypnose, finalement, on s'en fout. C'est juste un outil pour moi pour t'aider à aller vers ce que toi, tu as envie d'accomplir. Mais il y a tellement de gens en fait qui vont utiliser la souffrance des autres pour se faire du fric. Évidemment. Évidemment. Et je te dis ce que tu as envie d'entendre. Il y a des personnes qui vont fonctionner comme ça. Et je pense que c'est pour ça que ces clients, ils m'apprécient, parce que je ne leur dis pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Je leur dis ce que j'ai à leur dire. Mais évidemment qu'il y a des gens qui profitent. Mon objectif, en fait, c'est que tu sois autonome. C'est que tu viennes. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un espace liminal. Ça veut dire que c'est limité dans le temps. Moi, je ne veux pas t'avoir toute l'année, quoi. J'ai besoin de ma solitude. Non, mais en déconnant, mais en fait, mon idée, c'est que je t'accompagne sur 3 mois, 6 mois, jusqu'à un objectif moyen terme. Après, tu reviendras si tu veux plus tard. Mais mon intention, ce n'est pas de t'avoir pendant des années en thérapie ou je sais pas quoi. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du changement qui se passe. Donc, finalement, la réussite, c'est de ne pas avoir le client, c'est pas très commercial, mais c'est de faire en sorte en fait qu'il réussisse ses objectifs et qu'il soit autonome. Donc tant que c'est comme un coaching. En fait, si tu fais un coaching toute l'année, tous les jours, ça c'est presque plus un coaching. L'idée c'est vraiment d'y aller sur des périodes intenses, 3-6 mois. Et là déjà tu as des vrais changements. Et puis après il faut laisser la personne vivre ce qu'elle a à vivre. C'est d'abord on t'aide à mettre en route, on t'aide tu vois, à te lancer. Et les personnes en fait qui jouent avec soit la souffrance, soit la dépendance, parce qu'il y en a, ils vont m'appeler tous les jours en disant mais moi j'ai un client qui m'a fait ça, il m'a envoyé un texto, et est-ce que je peux partir en vacances, et est-ce que, mais en fait, tu fais bien ce que tu veux. Enfin, c'est pas moi qui vais te dire quoi que ce soit. Et en fait, c'est de redonner le pouvoir. C'est là où un bon thérapeute aussi, il te dit les choses et il te rend pas dépendant. Si moi tu m'appelles tous les 4 matins pour prendre des décisions, ça va pas aller en fait. Et il y en a qui surfent là-dessus évidemment.
les plateformes, quand tu regardes sur YouTube le nombre de vidéos, c'est pas une critique, hein, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en demande, le nombre de vidéos de tarot qui sont consultées, c'est qu'il y a une vraie souffrance et une vraie demande des gens. Et il y a des plateformes téléphoniques de voyance où ils te racontent ce qu'ils ont envie, ou de médiumnité, ou d'astrologie. Tu as carrément des plateformes qui existent, ce sont des gens employés, tout comme toi, et ils ont un script, puisque avec l'intelligence artificielle, tu peux quand même faire des choses aussi sympathiques, et ils racontent ce que les gens ils ont envie d'entendre. Et voilà, et les gens perdent leur argent là-dedans, quoi. Donc l'éthique, c'est important. Avoir une éthique, pour moi, c'est important. J'accompagne des personnes étonnamment à responsabilité et t'as pas idée du type de personnes que j'accompagne. On imagine que mes clients, ce sont uniquement des femmes désespérées, qui se sont fait larguer, qui comprennent pas, mais pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, j'ai des profils de personnes à responsabilité. Tu vois, j'ai énormément de gendarmes ou de cadres et chefs d'entreprise. Et pourquoi? Alors, je pense que ce qu'ils aiment, c'est que j'ai un ton direct. C'est-à-dire que je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais dire les choses avec bienveillance, bien évidemment, mais ce qu'ils apprécient, c'est qu'il n'y a pas de détour. Et je pense que ce qu'ils apprécient aussi beaucoup, c'est que comme ce sont des personnes, enfin surtout chez les hommes, qui ont l'habitude en fait de diriger, les choses marchent comme eux ils ont envie en fait. Et à un moment donné, la vie elle te fait comprendre que c'est pas toi qui es à la manette, tu vois. Il y a l'illusion du contrôle. Et des fois ça perturbe de se dire mais merde je comprends pas quelque chose. Et quand ils arrivent à moi en fait ils ne savent absolument pas ce qui va se passer, ils ne connaissent pas du tout l'astrologie, ont plutôt, comme la plupart des gens, soit un avis, un a priori qui n'a rien à voir avec la réalité. Et en fait, je pense que ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude à ce que quelqu'un vienne leur dire les choses en face. Et moi, dans mon travail ou même dans ma vie privée, je n'ai pas de problématique en fait à te dire simplement et directement les choses. Alors ça a pu bien évidemment, cette histoire m'amener à quelques complications. Mais aujourd'hui, dans les accompagnements que je fais, c'est là où c'est super utile. C'est que mes difficultés du passé relationnelles me servent aujourd'hui dans mon travail. Et ces personnes-là, je pense qu'elles aiment beaucoup ce ton direct. Si j'ai envie s'il y a besoin de dire les choses, je ne passe pas par quatre chemins. Et eux, ils sont étonnés parce qu'ils n'ont pas l'habitude à ce que les gens leur disent des choses. Donc en fait, ils se sont parfois jamais vus comme ça. Et moi, j'arrive avec un autre angle de vue. Et l'idée, c'est toujours d'aller amener un point de vue différent pour changer les consciences. Donc, de toujours regarder l'histoire autrement. Et eux, ils sont très ou formatés pour certains aussi, puisque quand même d'un côté militaire, il y a ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on travaille aussi sur des projets, tu vois. C'est pas des gens, ce sont des gens intelligents. Moi, je pense que on attire aussi des personnes qui nous ressemblent. Donc, des profils HPI, on peut avoir aussi, tu vois. Et ça, c'est aussi plutôt chouette parce que même si en fait il y a c'est des moments en fait, c'est pas des personnes qui sont en dépression comme je disais, c'est vraiment des moments où tu t'effondres, où ça va pas parce que justement t'as trop essayé de tenir, tu vois, à force de trop tenir, à un moment donné il y a quelque chose qui doit s'effondrer et soit c'est une séparation, soit c'est une perte de boulot, soit c'est ton corps. Et là moi je remets de l'ordre dans tout ça parce que j'ai fait le chemin auparavant. Et qui peut bien accompagner? Ce sont des personnes finalement qui ont traversé les choses avant toi. Dans les arts martiaux, on dit, il y a un terme qui s'appelle sensei. En fait, sensei, c'est celui qui a fait le chemin avant toi. Et là, c'est pareil. Moi, j'ai traversé plusieurs choses dans ma vie, donc je peux témoigner. Je peux te guider là-dedans puisque je connais le chemin. Bien que chacun nous sommes différents, donc
L'idée, c'est de le guider vers sa propre solution et sa propre guérison, tu vois. Mais comme j'ai déjà traversé, j'ai déjà une notion de guider le passage, en fait. Ouais, donc moi là, je suis super contente en fait de lancer la CIA, la Celestial Intelligence Agency, qui en fait je propose des cours intensifs d'astrologie. L'idée c'est de former, justement d'initier les personnes à l'astrologie avec un contenu qui peut les aider à déjà aller explorer un petit peu leur carte. Donc le principe en fait de ces journées CIA, donc moi j'ai la formation, un format long si tu veux, sur 3 mois, où je forme à l'astrologie, sur l'astrologie hellénistique. Et là je décline en fait des journées spécifiques sur la triade essentielle. Donc la triade essentielle dans l'astrologie, c'est le soleil, la lune et l'ascendant. Donc c'est le fondement, comme je disais tout à l'heure, la triade essentielle corps, âme, esprit. Et là on la retrouve en fait sur le côté astrologique. Et à partir de là déjà, j'enseigne à lire une carte astro, à apprendre les symboles, le langage symbolique, à aller regarder ce que c'est que cette triade essentielle, soleil, lune, ascendant, à le reconnaître dans ton thème. Et bien évidemment, tout ça c'est interactif, donc c'est d'aller s'enrichir les uns des autres du symbolisme et de ce que toi tu peux imaginer aussi, que tu viennes en fait avec tes connaissances de la symbolique et on mixe tout ça et on enrichit en fait nos savoirs communs. Et donc ces formations en fait c'est une journée qui se déroule de 9h à 17h où j'explique les fondements de l'astrologie, la triade essentielle soleil, lune, ascendant, comment se construit un thème natal et comment ça se lie, la symbolique des planètes, des signes, et puis on explore ça dans des cartes de personnalités connues, mais on va aller surtout explorer ça dans la carte des participants, dans ta carte, pour aller voir comment ça se déroule, l'histoire du héros, proprement parlé. Et ça, c'est une première étape, une première initiation à l'astrologie. Et ensuite, si tu veux aller plus loin, c'est de se former, de rentrer dans la CIA complète. Donc là, en fait, la journée d'initiation astrologie sur la triade essentielle, ça se passe chez moi. Un lieu confort avec tout ce qu'il faut pour l'apprentissage. On partage le repas à midi, convivialité, donc en présentiel. Je tiens beaucoup en fait à faire faire des formations en présentiel. Et j'envisage de faire ça une fois par mois. Voilà. Avec combien de participants? Alors, petit comité pour préserver l'intimité. Pour moi, la confidentialité, c'est quelque chose qui est très important. Et puis aussi pour pouvoir avoir le temps vraiment d'échanger, de rencontrer, de connaître les personnes et d'explorer les cartes de chacun. Oui, petit comité, entre 5 personnes. 5 personnes, c'est bien. Alors, la prochaine à la maison, c'est le 11 novembre 2025. Et puis le jour de la Saint-Nicolas, le 6 décembre, ça à domicile. Et après, effectivement, l'idée c'est de pouvoir faire un peu d'itinérant et aller rencontrer, moi partir à la rencontre des gens du coin, quoi. Et du coup d'amener aussi l'astrologie et puis de rencontrer, de créer des collaborations. Donc là, le 18 octobre, ce sera à la Maison du Bien-être à Rougen. Où, ce sera la première en fait journée d'initiation et ensuite il y aura les 2 autres chez moi directement à l'ODEV. L'intention c'est de pouvoir rencontrer vraiment du monde et de bouger, ouais. Parce que la visio, justement la CIA, ma formation long format on va dire, elle se fait en visio. Donc c'est du direct. Une fois par semaine je donne les cours en direct. Mais ça reste de la visio et moi j'ai envie de rencontrer des personnes. Donc l'idée c'est de pouvoir trouver des lieux adéquats et sympathiques pour faire des journées d'initiation astrologie.
Ces journées d'initiation sont un préambule de ce que vous pouvez apprendre en fait dans ma formation d'astrologie CIA plus long format. Mais là déjà c'est d'aller voir si ça vous plaît, d'aller explorer, découvrir l'astrologie et apprendre déjà des fondamentaux sur la triade essentielle qui sont déjà un premier pas vers la connaissance astrologique. Alors, tu peux me retrouver sur Laure de Jarnac, Limine Astral, mais le plus simple, c'est mon nom. C'est Limine Astral, c'est compliqué à écrire. J'ai choisi un super nom. Donc, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Laure de Jarnac, Limine Astral, sur YouTube, Instagram, Facebook, et puis tu peux m'envoyer un message directement sur mon portable, il y a mes coordonnées, ou une DM via Insta. Donc oui, là où je suis la plus présente, c'est sur Instagram, pour la rapidité de réponse. Après, par téléphone directement aussi, hein, c'est bien, hein. J'aime bien être en contact direct. Donc par téléphone, sur Instagram, en DM. Les consultations sont en visio, ça dure 1h15. Elles sont enregistrées, d'où l'intérêt d'avoir la visio, comme ça tu peux les récupérer, les garder à vie et y revenir régulièrement parce qu'il y a beaucoup d'informations et puis ton cerveau n'a pas la capacité de tout retenir à la première séance. Donc c'est là l'intérêt en fait d'avoir la vidéo, de la conserver. C'est l'heure d'apéro! Allez,